utiliser le mot télétravail, pour moi, c'est un abus de langage. Cactus, le podcast qui pique les RH. Manager le télétravail et le travail à distance, une nécessité depuis un an. Pourquoi se contenter d'adapter son management présentiel ne suffit plus? Bonjour à tous, avec nous pour ce nouvel épisode de Cactus, Daniel Olivier, fondateur du cabinet Terra Conseil, cabinet spécialisé dans la formation auprès des dirigeants et managers sur les problématiques relatives à l'efficience managériale et à la conduite des transformations à forte implication humaine. Conférencier mais aussi consultant, il a réalisé plus de 200 projets stratégiques sur le thème de l'efficience managériale des nouvelles organisations de travail auprès de nombreuses administrations et entreprises. Aujourd'hui, au travers de son dernier ouvrage Manager le télétravail et le travail à distance, il s'arrête sur un sujet plus que d'actualité, le télétravail, et nous propose une démarche structurée sur les positions à avoir de chacun et les méthodes de travail à mettre en œuvre en distanciel. Bonjour Daniel. Bonjour Sandra. Alors merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau podcast. Première question, depuis le début de la crise sanitaire, le télétravail est devenu quasi indispensable. Il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet et pourtant on n'arrive pas à déclarer, on sent bien qu'on n'y est pas préparé. C'est le moins qu'on puisse dire parce que effectivement, déjà même le fait d'utiliser le mot télétravail, pour moi c'est un abus de langage parce que ce que nous avons vécu, notamment lors du premier confinement, ça s'apparente plutôt, je dirais, à du travail à distance en situation de crise. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que les entreprises, pour nombre d'entre elles, n'étaient absolument pas préparées et les conditions dans lesquelles on a demandé à tous les salariés de travailler chez eux à distance sans les outils, sans la moindre préparation et dans une proximité extrême avec les enfants, avec leurs conjoints, rendait les choses extrêmement compliquées. Alors ça, je pense qu'il y aurait une première mesure à prendre quand on veut parler de télétravail, c'est de considérer que ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas du télétravail, mais c'est, comme je le disais, un travail à distance en situation de crise, et ce n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? Alors, l'ouvrage que vous évoquez, c'est en fait la troisième mouture, parce que il se trouve que en 2017 déjà, on constatait que le télétravail se développait en France, et donc j'ai fait une première version qui en a nécessité une seconde en 2019 parce que l'accélération du changement et notamment la loi travail qui était arrivée reconfigurait autrement les dispositifs et les projets de télétravail en France. Et puis, comme vous le savez, cette crise sanitaire a de nouveau entraîné le fait de refixer, de repositionner les choses, et c'est pour ça qu'il y a une troisième version qui apparaît en 2021. Ce qui est intéressant à dire, c'est que en 2017, j'intitulais l'ouvrage, c'était encore le cas en 2019, Manager le travail à distance et le télétravail, et que pour la version de 2021, on a gardé un titre qui est à peu près le même, mais c'est Manager le télétravail et le travail à distance. Tout simplement pour dire que le télétravail est devenu incontournable dans nos modes d'organisation et prend maintenant une place centrale. Du coup, question suivante, c'est à qui s'adresse-t-il? Est-ce que vraiment on s'adresse uniquement aux managers ou on va plus loin et effectivement même les salariés peuvent se reconnaître et avoir l'utilité de cet ouvrage? Oui, absolument. Alors, soyons clairs, je pense que quand même la première cible, ce sont les managers, en sachant que l'ouvrage se veut être très méthode, outils, propositions, exemples. Je pense que tout ça, ça enrichit aussi les RH, les responsables de ressources humaines, qui ont besoin aussi à un moment donné des facilitateurs dans leurs entreprises sur ce sujet-là. Et puis plus globalement, je dirais tous les salariés qui ont dans ce dispositif leur place à jouer, parce qu'il faut ne jamais perdre de vue une chose, c'est que le télétravail, c'est une démarche qui repose sur du volontariat, et donc je crois que c'est important évidemment pour les salariés de pouvoir avoir des références, des exemples pour, je dirais, négocier au mieux de leurs intérêts aussi la mise en place d'un tel dispositif. Bien sûr. Vous avez un peu répondu lors de votre introduction à cette question, mais vous distinguez vraiment bien télétravail et travail à distance. On peut comprendre aussi la subtilité, mais est-ce que vous pouvez réellement nous donner une différence sur ces deux notions? Alors, absolument. Le travail à distance, en fait, c'est un terme qui peut
sous-tendre différentes situations, c'est-à-dire qu'on va y trouver des commerciaux, enfin des forces de vente qui ont des populations nomades, qui travaillent à distance de leur propre entreprise, sur des secteurs d'activité où ils se déplacent en règle générale chez leurs prospects et chez leurs clients. On a aussi évidemment des salariés qui travaillent dans l'enceinte qui travaillent chez leurs clients. En l'occurrence, on va y trouver des informaticiens, on peut y trouver des personnes qui travaillent dans la restauration ou dans le ménage. Ça c'est aussi du travail à distance. Et puis aussi aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont des bisites, c'est-à-dire que le management se fait aussi à distance parce que il y a une équipe qui va travailler sur plusieurs lieux d'activité. Tout ça, c'est du travail à distance, tout comme l'est le télétravail. Mais quand on parle de télétravail, on parle d'un mode d'organisation très particulier qui sous-tend pour moi trois principes de base. Le premier, c'est que on parle d'un salarié. Ça, c'est donc les travailleurs indépendants ne font pas partie du tout de ce cas de figure. En second lieu, on a une personne qui va travailler hors de l'enceinte de son entreprise. Donc c'est soit à domicile, soit sur un espace que je vais appeler de co-travail pour ne pas utiliser le mot coworking, c'est-à-dire un espace neutre qui n'est pas dans l'enceinte de l'entreprise. Et puis le troisième élément, c'est que on travaille avec évidemment l'outil informatique, c'est-à-dire que la quasi-majorité des activités passent par le truchement d'un ordinateur. C'est simple. D'accord. Donc ça c'est le télétravail, donc c'est un sous-ensemble du travail en équipe. Et derrière, c'est un mode d'organisation qui est, on l'évoquait avec la loi travail notamment, qui repose sur des bases qui sont volontariat à la fois du manager et de son collaborateur. Si les deux sont pas d'accord, il n'y a pas de télétravail qui peut être imposé. On n'impose pas. C'est pour ça que c'est toute la différence avec la situation qu'on a vécue là en termes de pandémie, parce que évidemment les gens étaient forcés de rester chez eux. Et c'était 5 jours sur 5. En règle générale, le télétravail, ça se fait, c'est 2 jours, c'est 3 jours. Mais jamais 5 jours sur 5. C'est rarement plus par semaine. Oui. Et puis il y a une deuxième règle qui est extrêmement importante dans le télétravail. Évidemment, c'est au-delà de la négociation sur la manière de s'organiser, c'est la reversibilité, c'est-à-dire qu'à tout moment, un collaborateur ou son manager peuvent remettre en cause, on va dire, le contrat qui est passé pour travailler avec ce mode d'organisation. C'est vraiment quelque chose de flexible. C'est quelque chose de très flexible, et ça c'est important, et je dirais personnalisé même, puisque on peut même envisager qu'au sein d'une même entreprise, des collaborateurs ayant des expériences similaires sur des métiers identiques pourraient très bien avoir un nombre de jours et des modalités d'organisation qui ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr, c'est à la sensibilité aussi de la personne. Nous, pour exemple, on a quelques salariés qui ne sont pas du tout à l'aise avec le télétravail. Exactement. Et qui préfèrent revenir un jour ou deux en présentiel, parce que vraiment ils ne le vivent pas de la même façon. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à travailler seules, de manière isolée. Il y a notre propre personnalité va nous faciliter ou pas. Enfin, pas seulement notre compétence ou notre expérience, mais aussi notre personnalité joue pleinement son rôle. Et c'est pour ça que là, il faut adapter, il faut personnaliser pour que les choses se passent de la meilleure des façons. Bien, de toute façon, c'est vraiment une discussion entre manager et salarié. Ça doit pas être imposé ni par l'un ni par l'autre. C'est un accord mutuel, donc sinon, effectivement, on est... Ça, c'est essentiel. C'est fondamental. Et parfois, cette discussion que vous évoquez, c'est moi ce que j'appellerais même une négociation. Elle n'a pas lieu, ou elle est un peu trop oubliée, et ce qui va entraîner parfois des difficultés en aval, c'est-à-dire que les choses se passent pas comme elles auraient dû se passer, parce que le travail de préparation à la fois technique et organisationnel et aussi psychologique n'a pas été fait. Oui, effectivement, on l'oublie, et ça se prépare. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Et j'en viens à quels sont les défis majeurs d'un tel management finalement, parce que c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de naturel. Non, c'est vraiment
Ça oblige à un mode d'organisation et de management qui va être différent. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que cette phase de préparation est extrêmement importante. Bon, vous serez pas surpris si je vous dis que pour moi, le défi majeur, c'est celui de la relation de confiance, du contrat de confiance qui va pouvoir se mettre en place. Pour moi, ça c'est le maître mot, c'est la clé de voûte du système. Alors, bien sûr, la confiance, ça se construit dans le temps aussi. Hein. Oui. C'est une donnée réciproque, hein. C'est-à-dire que à la fois il faut que le manager ait confiance, il faut que le collaborateur ait confiance aussi dans son manager, et tout ça, ça va renvoyer de la confiance en soi, et pour l'un et pour l'autre. Le deuxième mot clé pour moi, c'est l'autonomie, parce que qui dit télétravail dit nécessairement une décentralisation des responsabilités, une autonomie accrue, parce que si le télétravailleur n'a pas la capacité à prendre lui-même un certain nombre de décisions à son niveau, le télétravail n'aura pas, en termes de productivité et de qualité, l'efficience qu'on peut attendre de lui. Donc ça, l'autonomie, après, ça renvoie évidemment aussi à la question du contrôle, hein. Et là, on voit bien que cette question du contrôle va nous renvoyer au prérequis qui est la confiance. Voilà. Et puis, il y a un troisième mot qui est un mot important pour moi, c'est la collaboration. C'est-à-dire que il est important, évidemment, que même dans des situations de télétravail, les interactions que peut avoir un télétravailleur avec ses autres collègues et avec son manager, hein, ou avec tout autre partenaire, puissent être pensées, réfléchies, parce que la performance, elle est collective et pas individuelle, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et que la collaboration en situation de télétravail, il est nécessaire pour nous de la repenser, parce que les interactions naturelles n'existent pas de la même manière, hein. Quand vous êtes chez vous à distance, c'est pas comme lorsque vous avez vos collègues qui sont dans le bureau d'à côté ou hein, qui vous allez pouvoir tranquillement discuter aussi lors de la restauration, du temps de restauration. Ça sous-entend aussi une adaptation, une nouvelle forme de langage. Par exemple, certes, si on met des outils de communication, la façon dont on va communiquer sera différente. Je pense que à l'oral, on pourrait se permettre de pas forcément donner de langage. Voilà, de pas forcément donner de détails sur, par exemple, même sur un ordre, sur quelque chose à faire, une tâche à faire à un collaborateur. Alors que à l'écrit, peut-être mettre plus de forme afin que ça soit peut-être pris moins difficilement, moins dur en fait. C'est en cela que je dis qu'il faut adapter sans doute aussi, c'est nécessaire d'adapter son langage. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, hein. Au-delà de mettre des outils de discussion, d'échange, il faut aussi adapter, pas sa personnalité, mais adapter aussi, son langage, sa façon d'être, parce que les sensibilités sont différentes à distance. Oui, alors là, on revient sur cette fameuse relation de confiance aussi. Cette confiance, on voit bien que il y a des a priori, il pourrait y avoir des difficultés. Vous avez raison dans la communication de base, qui fait que quand on voit pas les personnes et qu'on a un mail qui est rédigé de manière très succincte, hein, et parfois très très utilitariste, cette dimension humaine est un peu oubliée, et ça peut rendre le fonctionnement plus compliqué, hein. Donc c'est vrai que la communication, c'est vraiment alors je l'ai pas évoqué dans les défis majeurs, mais c'est transverse, c'est-à-dire que là on va pas pouvoir fonctionner efficacement si on se sent pas à l'aise dans la relation avec les autres, hein. D'où un certain nombre de précautions à prendre, et puis beaucoup de vigilance pour les managers sur ce que j'appellerais les signaux faibles, hein, c'est-à-dire le repérage de moments qui deviennent un petit peu plus compliqués dans le fonctionnement quotidien. Naturellement, je vais en venir à la question suivante, les dérives d'un tel management. Moi, j'évoquerais évidemment les risques psychosociaux, hein, oui. C'est-à-dire que la difficulté que peuvent rencontrer un certain nombre de personnes qui vont subir plus le stress à distance, quand ils sont chez eux, les choses sont plus compliquées
qu'elle ne le serait dans un fonctionnement classique sédentaire, je veux dire, où tout le monde se retrouve dans un espace commun et partagé. L'isolement, on voit que certaines personnes, ça renvoie aux risques psychosociaux, se sentent un peu marginalisés par rapport au fonctionnement de l'entreprise, et notamment lorsque évidemment d'autres personnes ne sont pas en situation de télétravail, sont loin et oubliées. Et puis il y a le risque de surcharge de travail, parce que là encore, on a du mal à déconnecter. La difficulté à se déconnecter, mais aussi le fait que on ne sait pas très bien évaluer la charge de travail, et que donc à un moment donné, un collaborateur lui-même peut avoir des journées à rallonge. D'ailleurs, on constate souvent que dans le démarrage du télétravail, il y a cette difficulté qui est de bien dimensionner ce qu'on peut demander. Et le collaborateur ne sait pas toujours dire non plus, parce que il n'a pas envie de décevoir, il a envie d'être à la hauteur de l'enjeu. Et donc ça, je pense que les risques psychosociaux, c'est une première difficulté. La deuxième que j'évoquerais, moi, d'où l'importance de la collaboration, c'est que certains télétravailleurs deviennent finalement un peu des électrons libres, c'est-à-dire que eux-mêmes se satellisent par rapport au fonctionnement. Je pense que ça, c'est un risque aussi, c'est-à-dire que on arrive finalement à être des gens qui sont plus des salariés au sens classique du terme, mais qui deviennent plutôt un peu des travailleurs indépendants. Il y a un peu des freelances. Donc une forme d'individualisation qui serait à risque, parce que je pense qu'on a évidemment besoin des autres, et donc le manager doit travailler sur cette dimension collective qui est fondamentale. Mais ça me pousse à la question esprit d'équipe et distanciel finalement. Comment conjuguer du coup ces deux notions, et dans quel intérêt? L'esprit d'équipe, ça va reposer sur si on est sur cette question-là, je pense que dans le travail en amont qui pourra être fait, c'est effectivement de bien créer ces relations fonctionnelles entre les différentes personnes. Juste pour évoquer une chose simple, c'est le fait de fonctionner en binôme, par exemple, c'est-à-dire au sein d'une équipe, le fait que deux personnes aient des relations privilégiées, leur permettant effectivement de se donner des coups de main réciproques quand la charge de travail est importante, quand l'un n'a pas le même niveau de compétence que l'autre. Enfin, il y a déjà un premier niveau de réflexion qui peut se construire sur le qui fait quoi et qui va travailler avec qui. La deuxième chose qui est importante dans le fait de développer cet esprit d'équipe, c'est quand on se retrouve tous ensemble, parce qu'il est important qu'il y ait à minima une journée commune qu'on va passer au sein de l'entreprise, c'est pour y faire quoi? C'est-à-dire que à ce moment-là, je pense il est important qu'il puisse y avoir des réunions collectives dignes de ce nom, qui favorisent un partage et qui derrière vont forcément favoriser le sentiment d'appartenance et donner envie évidemment aux personnes de continuer même à distance de travailler, de partager des réflexions et des projets par exemple. Donc tout ça, je pense que ce qui se fait relativement naturellement dans une situation classique de management, en télétravail, il faut vraiment l'organiser, le préparer, le favoriser, et ça c'est c'est un des impératifs pour moi du manager. Pour en revenir mais vous avez aussi commencé à y répondre quand on parle d'autonomie distancielle. Le rapport, le réel rapport entre ces notions et comment le management du coup intervient ici. Alors sur cette question de l'autonomie, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont en amont sur le fait d'anticiper le type de situation qu'on peut rencontrer. Donc c'est quelle délégation on peut accorder finalement à son collaborateur pour que celui-ci puisse s'organiser de la meilleure des façons. Pourquoi ? Parce que il est bien évident que la différence en termes de management quand
quand on est en télétravail, c'est que le manager pourra pas être aussi intrusif dans le travail. C'est-à-dire que si en permanence le collaborateur a besoin de lui pour avoir la validation sur un dossier, pour avoir son accord, pour entendre ce qui est prioritaire de ce qui n'est pas. Vous voyez, tout ce type de questions qui peuvent à la limite dans un même espace géographique se faire assez naturellement. Ce sont des interactions classiques, habituelles. Là, il faut s'appeler au téléphone, il faut le faire via les outils numériques. Ça prend beaucoup de temps et ça ralentit évidemment le processus de travail. Outre donc le manager, c'est pour ça qu'il doit créer les conditions pour que cette autonomie existe, et puis bien évidemment en aval, a posteriori, faire les contrôles qui vont aider à améliorer le type de fonctionnement. Si à un moment donné il y a des problèmes ou des dérives, elles seront repérables, mais on travaille. Le manager, son rôle est important avant, il est important après, mais je dirais sur le terrain, il doit laisser ses télétravailleurs être autonomes et pouvoir mener leur vie sans avoir en permanence des comptes à rendre. Mais en fait, outre le fait que ça ralentirait le process, les process engagés, ça remet aussi sans doute le principe fondamental du télétravail qui est la confiance en fait. Et oui. Parce que c'est bien... la confiance, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez fragile, Et là, en l'occurrence, pour le télétravailleur, il va être très soucieux très attentif au fait que ce qui lui est dit dans cette phase de préparation, l'autonomie qui lui est accordée, elle lui est réellement accordée, et donc toutes les interventions qui seront celles de son manager seront pour lui un témoignage assez clair du fait que ça fonctionne et que il peut prendre des initiatives et parfois prendre un certain risque dans son activité parce que il travaille dans une relation de confiance qui est observée des deux côtés. Le collaborateur a confiance et le manager aussi. Ça c'est très important. C'est très important pour les deux parce qu'en même temps, on entend bien qu'un manager se doit aussi de pouvoir être rassuré sur le respect d'un certain nombre de principes, de règles, et que lorsque le collaborateur ne peut pas ou n'a pas des prérogatives pour pouvoir prendre une décision, qu'il en réfère à sa hiérarchie, c'est la chose la plus évidente qui soit. C'est sûr que l'autorité du manager reste là et pour certaines choses, confiance ou non, il y a des choses qui sont claires. En tout cas, merci. On apprend beaucoup en faisant en management, c'est ça qui est intéressant, et en l'occurrence, ce qui est formidable avec le télétravail, c'est que on peut partir sur des bases qui sont relativement modestes. Ça peut être du télétravail sur une seule journée, que sur une partie des activités seulement. Et puis progressivement, parce qu'on voit bien que l'appétence ou l'appétit vient en mangeant, vient en travaillant en télétravail. Et bien à un moment donné, c'est ça, les constats qu'on peut faire sur le terrain, c'est que un télétravailleur qui ne travaillait qu'une journée va ensuite travailler 2 jours, 3 jours, et progressivement accroître son niveau d'autonomie et d'efficience. Et les résultats, ce qui sont intéressants, c'est de voir que tout le monde y trouve son compte. C'est ça qui est formidable, c'est que la planète, et pourquoi pas, les dirigeants, les managers, parce que finalement le niveau d'efficience est intéressant, et puis bien évidemment les collaborateurs qui, à partir du moment où le stress que l'on évoquait tout à l'heure est géré parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'il en soit ainsi, eh bien, ils ont des conditions de travail qui sont évidemment bien meilleures que dans la situation classique. Mais si on n'avait qu'un seul conseil à retenir
sur ce management du télétravail, ce serait lequel ? Pour moi, c'est de travailler sur cette relation de confiance et de considérer que, évidemment, elle mérite, dans la phase de préparation, le temps de se poser pour que à la fois le manager et son collaborateur puissent évoquer leurs attentes, leurs besoins, afin de fonctionner dans une zone de confort, quoi. Je pense que à chaque fois qu'on ne se donne pas le temps, moi ce que j'appelle le contrat managérial en fait, c'est que parfois on est vraiment sur des choses qui en termes de préparation, c'est les questions de logistique, les questions d'organisation, tous ces points sont habituellement bien traités. Mais ce qui l'est moins, c'est cette relation humaine et de comment à distance on va pouvoir favoriser l'un et l'autre le travail, enfin l'efficience du travail, quoi. Et ça, je pense que ça mérite vraiment de se poser et puis progressivement, peut-être à fréquence régulière, de réactualiser ce contrat s'il est nécessaire de le réactualiser, afin d'éviter des échecs qui sont peu nombreux mais qui sont toujours mal vécus, quoi. Donc effectivement, la confiance. Merci beaucoup en tout cas, Daniel, pour Sandra, c'était avec plaisir. Et puis on souhaite évidemment que beaucoup d'entreprises s'engagent dans des projets de télétravail, parce que franchement, je pense que c'est un plus pour tout le monde et que c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Et en l'occurrence, je dis ça pourquoi ? Parce que le contexte un peu difficile de cette crise sanitaire a peut-être entraîné un ressenti un peu négatif pour certains, parce que ils se sont dit si c'est ça le télétravail, très honnêtement, moi j'ai pas envie de le vivre. Alors que c'était tout sauf du télétravail. C'est ça qui est moins important. On a commencé notre entretien là-dessus. Moi, je voulais finir là-dessus aussi pour dire non, c'est pas ça le télétravail. C'est quelque chose qui repose sur un mode d'organisation qui est pensé en amont et qui va faciliter l'efficience de l'un et de l'autre, parce qu'on va s'en donner les moyens à travers tout ce qu'on a pu évoquer. Et j'espère en tous les cas que les prochains mois permettront aux entreprises de se retrouver dans des situations qui vont faciliter cette mise en œuvre. Oui, bien sûr, des situations beaucoup plus sereines, effectivement. Et qu'on oublie cette crise sanitaire très rapidement. Oui, on a hâte. Merci encore. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cactus, et à bientôt.